privée. Vous avez envie de passer un moment agréable en savourant des mets exquis? Imaginez-vous en pleine dégustation de votre plat préféré dans un cadre idyllique et laissez-vous transporter dans un voyage gustatif unique à l'Exotique Restaurant, un cadre somptueux et enchanteur dans la ville d'Abidjan. Un menu varié proposant des plats de gastronomie africaine et européenne avec une touche exotique raffinée. L'Exotique Restaurant, situé à Cocody, à 500 mètres de la RTI, ouvert du mardi au samedi de 12h à 0h. Contact 01 53 28 28 03. À l'Exotique Restaurant, vos papilles seront en extase. Spot annonce. Il est 7h. Bonjour, agréable journée, bienvenue à vous tous qui nous rejoignez sur Radio Côte d'Ivoire. Tout de suite, le journal, le 7h. Denise Fafi est à la présentation, voici les titres. Augmentation de la production du riz local en Côte d'Ivoire. Le projet ProRil 2 lancé à Abidjan, il vient renforcer les capacités des producteurs ivoiriens. Dans le nord ivoirien, justement, la cellule civilo-militaire s'active pour renforcer la complicité entre les forces de défense et de sécurité et les populations. Et puis dans l'actualité internationale au Soudan, plusieurs médecins s'inquiètent après avoir constaté des blessures inhabituelles causées par des balles explosives interdites au regard du droit international. C'était les titres, tout de suite le développement. Bonjour Denise. Bonjour Didier Fondin, bonjour à tous. Promotion du riz local en Côte d'Ivoire, le projet ProRil 2 lancé au cours de la session du premier comité conjoint de coordination Côte d'Ivoire-Japon à Abidjan. Ce projet est mené par l'Agence de coopération japonaise en partenariat avec le ministère ivoirien de l'Agriculture et du Développement rural ainsi que le nouveau ministère de la promotion de la riziculture. Il vise la formation des producteurs en vue de l'augmentation de la production de riz local en Côte d'Ivoire. Les précisions de André Kwasi Kwaku, directeur des organisations professionnelles agricoles et président du comité du ProRil 2. Ce projet est mis en place pour améliorer et les conditions de production et les conditions des producteurs pour que d'ici l'horizon 2030, la Côte d'Ivoire soit autosuffisante en riz et pourquoi pas même exporter. Nous souhaitons avoir plus de la production que nous consommons, qui est actuellement évaluée à plus de 2,8 millions. Il faut s'atteler à atteindre au moins 3 millions pour pouvoir penser à l'exportation. Et l'engagement et la recherche de l'atteinte des objectifs. C'est en s'investissant dans le développement personnel que nous pourrons atteindre les objectifs qui nous sont fixés. Programme d'appui aux collectivités, l'Agence nationale de gestion des déchets, ANAGED, a procédé à la remise de la première tranche du matériel de salubrité aux collectivités pour l'exercice 2021. 64 communes de l'intérieur de la Côte d'Ivoire sont donc concernées afin de faire face à la prolifération de dépôts sauvages et à l'absence d'infrastructures de gestion des déchets. Coût du matériel octroyé, plus de 5 milliards de francs CFA. Traoré Lassina est le maire de la commune de Soubré. Il s'est exprimé au nom des récipiendaires. Le président de la République, à travers ce don de matériel, nous démontre une fois de plus que le maintien d'un environnement propre est primordial pour garantir une productivité, une santé, une sécurité à l'ensemble du corps social. Monsieur le ministre, président de l'UNICOSI, les maires récipiendaires de ce jour voudraient saluer votre leadership et votre management dans la conduite des dossiers engagés par la fêtière en vue de mener avec succès la délicate mission qui est la lutte contre l'insalubrité pour le bonheur de nos concitoyens en vue de permettre à ceux-ci d'avoir un cadre de vie de plus en plus acceptable et apporter un éclat nouveau à nos cités. Quant à nous, récipiendaires, nous devons, en notre qualité de premier responsable des collectivités territoriales, être bien outillés pour développer une stratégie innovante privilégiant une implication plus grande de nos populations à la vie de la collectivité. Le programme de mentorat des femmes syndicalistes est en marche en Afrique de l'Ouest. Le syndicat international uni a initié une formation à l'endroit des femmes de plusieurs syndicats sur les violences et le harcèlement au travail. La session d'Abidjan a réuni les femmes des syndicats de la presse, de la poste et des banques. Après une journée complète de travaux, quelques représentantes encouragent l'initiative. Vous entendrez d'abord Lucie Béhi du syndicat national de la poste et des télécommunications. Il est toujours bon d'être formé. Il faut que les femmes reprennent leur place
dans le domaine de la syndicalisation. On a rentré en action pour le recrutement et la syndicalisation et motiver beaucoup plus de femmes à la chose syndicale. Camarade Marie-Chantal Go du CIPINCI, ce que j'aimerais, c'est de sensibiliser les jeunes à adhérer au syndicat. Au niveau des femmes, juste leur dire aussi de s'adhérer au syndicat, c'est pas juste pour faire les grèves. Je suis Anne-Marie Kofi, le syndicat national des travailleurs de banques et caisses d'épargne de Côte d'Ivoire. Je pense qu'il faut y avoir des formations, des informations pour pouvoir mieux donc apprendre à nos membres la culture du syndicat, afin de devenir un syndicat fort, pour pouvoir conseiller, orienter et même diriger. Radio Côte d'Ivoire à Bengourou, 88.4 FM. Justement, la ville d'Abengourou a vécu une journée de troubles le lundi 15 novembre dernier. Un affrontement entre les jeunes et les éléments de la police nationale a porté un coup dur à l'activité économique avec à la clé 2 blessés. Informé, le ministre gouverneur du district de la Comoé s'est rendu au chevet des blessés avant de tenir une rencontre avec le corps préfectoral, les responsables des forces de défense et de sécurité et les jeunes dans leur diversité. Le point avec Richard Dibi-Abonnois. Abengourou a vécu l'une des journées les plus difficiles de son histoire ce lundi 15 novembre 2021, déclaré pourtant journée de la paix. Quel contraste. À la base, un motocycliste a eu maille à partir avec les forces de l'ordre et dans sa fuite, il est violemment percuté par un véhicule. Il se retrouve avec plusieurs blessures. Voici sa version des faits dans des propos traduits de l'Agni en français par Kwasi Kounan Thierry. Le feu du royaume, ça trouvait qu'il y avait le corps habillé du contrôleur. La grande surprise, le feu était rouge. Donc il a garé. Mais le corps habillé, il venait vers lui. Mais plus que lui est tenu dos, il ne savait pas qu'il y a un plein derrière lui. Dès qu'il voulait décoller, les dernières voitures se sont quittées à gauche. Après, le corps habillé a saisi la moto par derrière pour ne pas qu'il s'échappe. En réalité, c'est cet incident qui a mis le feu aux poudres. Jeu de pierre des manifestants contre des tirs de gaz lacrymogène des forces de l'ordre. Le commissariat du 2e arrondissement de police n'a pas échappé à la furie des manifestants avec d'importants dégâts. Face aux jeunes et aux forces de l'ordre, le ministre gouverneur du district autonome de la Comoé, Pascal Abina Kwaku, a joué la carte de l'apaisement. Les uns et les autres doivent s'entendre, travailler ensemble, considérer que nous devons travailler ensemble. Le moment viendra où je prendrai une autre position. Le moment venu, mais pour le moment, c'est dire aux uns aux autres, travailler ensemble. Et c'est possible. Il faut noter qu'il y a eu 2 blessés au total et d'autres rencontres entre l'ensemble des jeunes d'Abengourou et le corps préfectoral. Ensuite, entre les jeunes et la cour royale sont prévus se tenir les jours à venir. Richard Dibi-Abonnois, Abengourou, Radio Côte d'Ivoire. Prenant à présent la direction du Nord ivoirien, la cellule civilo-militaire de Korogo s'active en vue de renforcer la complicité entre les forces de défense et de sécurité et les populations. Une importante rencontre a été organisée avec son partenaire, le National Democratic Institute, le NDI. L'objectif, c'est de briser le mur de méfiance construit entre ces populations et leurs forces. Julie Brou, gestionnaire du programme NDI. La Côte d'Ivoire est sous la menace terroriste depuis 2016. L'État, avec ses démembrements, forces de défense et de sécurité, lutte contre l'extrémisme violent, contre le terrorisme, mais la population aide à participer à la prévention en dénonçant, notamment avec la lettre précoce, mais surtout en donnant les renseignements au FDS, parce que quel que soit le dispositif militaire mis en place par l'État, sans renseignement, les FDS seront limités. Et sans la confiance, on ne peut pas collaborer. Il fallait briser le mécanisme de collaboration, généralement, c'est la cellule civilo-militaire. À l'international au Soudan, des médecins s'alarment à l'usage de balles explosives dans la répression. Les comités de résistance soudanais appellent à une nouvelle mobilisation ce mercredi 17 novembre contre le coup d'État du 25 octobre dernier. Depuis, au moins 23 Soudanais ont été tués au cours de plusieurs épisodes de répression. Dans les hôpitaux de Khartoum, plusieurs médecins s'inquiètent après avoir constaté des blessures inhabituelles et particulièrement sévères qui semblent avoir été causées par des balles explosives interdites au regard du droit international. Et c'est ici que prend fin ce journal. Nous rappelons l'essentiel. Augmentation de la production du riz local en Côte d'Ivoire. Le projet ProRil 2 lancé à Abidjan, il vient renforcer les capacités des producteurs ivoiriens. Et puis dans le nord ivoirien, la cellule civilo-militaire s'active pour renforcer la complicité entre les forces de défense et de sécurité et les populations.
Merci Denise Lafafette, madame, monsieur, c'est Radio Côte d'Ivoire qui vous informe. Bon anniversaire à vous, Denise Lafafette, des très bonnes fêtes chez vous. On va passer maintenant au dossier de jour. Dossier société, comment soutenir les victimes de l'excision en Côte d'Ivoire. La vie d'une femme excisée n'est pas toujours facile. Plusieurs d'entre elles ont du mal à mener une vie sexuelle épanouie et même à concevoir des enfants. Afin de les aider à retrouver une vie normale, l'ONG Les Orchidées Rouges vient de s'installer en Côte d'Ivoire. Que propose-t-elle et comment compte-t-elle aider ces victimes de l'excision? Des éléments de réponse dans ce dossier réalisé par Lydie Kouadou. Le dossier de la rédaction. L'excision est la forme la plus pratiquée des mutilations génitales en Côte d'Ivoire avec une prévalence nationale de 36,7%. Le nord-est vient en tête de toutes les régions qui s'adonnent à cette pratique avec 75,2%. L'ONG Les Orchidées Rouges, basée à Bordeaux en France, veut à travers plusieurs stratégies freiner ce fléau et soutenir les victimes de l'excision. Marie-Claire Kakpotia Moraldo, directrice fondatrice des Orchidées Rouges, sur les stratégies mises en place pour aider ces victimes. Il y a l'information et la sensibilisation contre les mutilations sexuelles féminines, le mariage forcé et toutes les violences faites aux femmes et aux filles. Il y a la prévention de ces violences qui passe par la formation des professionnels de santé, de l'éducation nationale, des travailleurs sociaux et de toute la société civile. Et le troisième axe, c'est l'accompagnement global des femmes et des filles mineures qui ont subi l'excision. Le but, c'est de les accompagner pour qu'elles puissent se reconstruire psychologiquement, se réapproprier leur corps et développer leur pouvoir d'agir, et cela passe par le renforcement de l'estime de soi, de la confiance en soi et aussi de l'insertion ou de la réinsertion sociale et professionnelle. Et pour atteindre ces objectifs, la fondatrice de la clinique médicale Les Orchidées Rouges peut compter sur des professionnels. On fait un travail avec une équipe pluridisciplinaire qui est composée de 11 professionnels, gynécologues, médecins généralistes, sages-femmes, infirmières, des psychologues, des thérapeutes, des assistantes sociales et également des juristes, en tenant compte de tous les aspects de la vie des femmes pour qu'elles puissent devenir maîtresses de leur vie. Parce qu'au-delà de réparer des blessures, nous voulons les sortir du carcan de violence dans lequel elles sont depuis leur plus tendre enfance. Ce combat, Marie-Claire Moraldo entend le mener jusqu'au bout parce qu'elle-même est victime de l'excision depuis son enfance. J'étais une femme qui n'avait pas confiance en elle, une femme qui se disait je ne suis pas une vraie femme, je ne suis pas une femme à part entière parce que j'ai été victime d'excision, et une femme qui se disait je n'aurai pas d'avenir, aucun homme ne voudra de moi parce que je suis une femme qui a subi l'excision. Et ensuite, à travers la chirurgie, je voulais récupérer le bout de moi qu'on m'avait pris à 9 ans. Originaire de la Côte d'Ivoire, la fondatrice des Orchidées Rouges est soutenue dans ses actions par la mairie de Cocody, commune dans laquelle se trouve sa clinique. Irène Adepedjou, conseillère municipale. Nous sommes à Cocody, mais cela ne veut pas dire que nous n'avons pas des femmes qui sont victimes de ces atrocités, parce que de façon générale, les femmes mutilées viennent du nord, de l'ouest, et il y a des femmes du nord ici, il y a des femmes de l'ouest et des femmes de toute autre entrée ici. Donc c'est une joie pour nous de pouvoir recevoir cette ONG pour encourager Madame Moraldo, la directrice fondatrice de cette ONG. Même si elle est basée à Abidjan, Marie-Claire Kakpotia Moraldo n'oublie pas les femmes de l'intérieur du pays, surtout celles des régions les plus touchées par l'excision. On va avoir un service d'écoute pour des femmes qui sont loin géographiquement, qui ont besoin de parler. Quelqu'un va les écouter pour les apaiser, pour les accompagner, les conseiller. Mais c'est surtout que tout ce qui est opération de sensibilisation, même étant en France, nous on sensibilisait déjà à Korogo, Ferkei, Cinématiali. Et dans un futur proche, on aura des antennes ailleurs en Côte d'Ivoire, notamment à Korogo. Pour elle, la chirurgie réparatrice n'est pas la seule option qui s'offre à une femme excisée. À Bordeaux, en une année d'existence de notre unité de soins, sur 219 femmes, il y a à peine 5% qui ont été opérées. Il faut savoir que quand les femmes sont intégrées dans un parcours global, elles-mêmes, elles abandonnent l'idée de la chirurgie. Ici, la différence, c'est qu'on met l'accent sur la reconstruction psychologique, sur le développement du pouvoir d'agir de la femme afin qu'elle devienne maîtresse de son destin. C'est un accompagnement qui est global. La chirurgie vient en complément quand c'est nécessaire et c'est ce qui est préconisé par l'OMS. C'est une option, la chirurgie. Cet accompagnement psychologique est apprécié par Valérie Fonan, excisée depuis l'âge de 6 ans. Elle nous explique les difficultés rencontrées dans ses relations amoureuses.
J'ai pas quelqu'un avec qui rester parce que quand je suis avec quelqu'un, la personne me fait comprendre qu'il n'a pas de plaisir avec moi. Pendant l'acte, moi j'ai des douleurs, je ne sens rien. Au départ, je n'arrivais pas à m'exprimer. C'était compliqué pour moi. Mais depuis là, franchement, je commence à me sentir bien. Bon, côté sexuel, moi j'ai mis 6 ans. On n'est même plus à avoir de rapport sexuel. Comme c'était un peu difficile, donc je suis restée dans mon coin, j'ai pas fait d'enfant. Récemment, j'ai eu des rapports sexuels avec un ami. J'ai essayé de parler avec lui. Dieu merci, il m'a compris. Et puis, bon, il m'a donné des conseils. C'est ce qui a fait que je me suis donnée à lui. Voilà, ça s'est passé bien. Donc, je me dis que c'est que ça peut marcher maintenant. Valérie Faunan exhorte les femmes qui traversent les mêmes difficultés qu'elle au quotidien à ne pas baisser les bras. Déjà, nous avons trouvé en Côte d'Ivoire ici un institut qui s'occupe des femmes excisées. Donc, il faudrait qu'elles puissent se rendre là-bas pour qu'elles puissent avoir confiance en elles. Même son de cloche pour Marie-Claire Kakotia Moraldo. Elles n'ont pas à avoir honte parce qu'elles sont responsables de rien, elles sont coupables de rien. On leur a enlevé un organe, on les a amputés, mais ce n'est pas fini, il n'y a pas de fatalité. Ce qui importe, c'est qu'elles puissent apprendre à avoir confiance en elles, il faut qu'elles puissent apprendre à s'aimer, mais surtout qu'elles se disent, elles peuvent s'en sortir. Le jour de l'excision, il y a des petites filles qui meurent, elles sont debout, elles peuvent s'en sortir et elles n'ont pas à avoir honte, parce que ceux qui ont fait ça, s'ils n'ont pas honte, elles n'ont pas à avoir honte parce qu'elles n'ont rien fait de mal. Dans la dynamique de la riposte contre ce phénomène, le gouvernement, le système des Nations Unies et la société civile se mobilisent pour l'atteinte de la tolérance zéro d'ici 2030. C'était le dossier de la rédaction. Nous passons maintenant à la chronique scientifique. Aujourd'hui, Samba Kono nous dit comment guérir du diabète. Et guérir du diabète, c'est possible. Samba Kono. La chronique du jour. Mesdames et messieurs, bonjour. Guérir du diabète, c'est possible. Loin d'être un effet d'annonce, il s'agit bien de la conclusion d'une étude prospective à laquelle est parvenue une équipe de chercheurs de l'université de Cambridge en Angleterre. Les résultats de cette étude ont été rendus publics dans la revue Diabetic Medicine. Des travaux antérieurs avaient déjà laissé entrevoir l'éventualité que l'on pouvait guérir du diabète. Toutefois, ces travaux prêchaient par leur courte durée d'analyse, moins de 12 mois, mais imposaient une restriction d'apport calorique difficilement observable par les patients. Les travaux de Cambridge, qui ont porté sur une période plus longue, viennent en quelque sorte confirmer le résultat de certaines études antérieures, mais avec une touche particulière. L'objectif de l'étude a été d'apprécier la probabilité de rémission de la maladie diabétique après un suivi de 5 ans, en qualifiant le lien entre le changement de comportement et la perte de poids après le diagnostic de diabète de type 2. Dans un essai baptisé Edition, les chercheurs britanniques ont de ce fait constitué entre 2002 et 2006 une cohorte de 867 personnes âgées de 40 à 69 ans, nouvellement diagnostiquées atteintes de diabète de type 2. L'étude prospective s'est fondée sur différentes évaluations qui ont porté entre autres sur le changement de poids, l'activité physique, le régime alimentaire et la consommation d'alcool. Ces évaluations ont été faites aussi bien au début de l'étude qu'à 1 an, puis à 5 ans. Il ressort qu'au terme d'un suivi de 5 ans, 30% des participants, soit 257 personnes, ont été considérés comme guéris du diabète. Cette rémission a été constatée par l'analyse de l'hémoglobine glyquée, dont la valeur biologique permet d'apprécier la concentration du glucose dans le sang sur une période de 3 mois. Par ailleurs, les résultats ont révélé que, comparativement aux sujets qui ont maintenu leur poids initial tout au long de l'étude, les personnes qui avaient perdu plus de 10% de leur poids dès la première année de diagnostic présentaient une probabilité de rémission nettement plus élevée. Alors que les études antérieures préconisaient des pertes de poids supérieures à 15% avec des contraintes alimentaires intensives, l'intérêt de cette dernière étude, et c'est une grande première, est que ces conclusions indiquent qu'il est possible de guérir du diabète sans intervention trop intensive sur le mode de vie. Il suffirait d'adopter un mode de vie sain. Les auteurs de l'étude soulignent entre autres que les résultats obtenus avec une perte de poids plus modeste est une raison pour motiver les personnes atteintes de diabète de type 2 nouvellement diagnostiquées à perdre du poids sans avoir à se focaliser sur des objectifs de poids spécifiques bien souvent irréalisables. Fort des résultats auxquels ils sont parvenus, les chercheurs britanniques ont initié une nouvelle étude qui vise à savoir comment aider les diabétiques à perdre durablement du poids. En attendant les résultats de cette nouvelle étude, c'est le lieu de rappeler que selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, le diabète de type 2 concerne plus de 400 millions de personnes dans le monde. Et si la complication la plus visible de la maladie diabétique demeure l'amputation, ce trouble du métabolisme a également la particularité d'augmenter les risques de maladies cardiovasculaires, de l'accident vasculaire cérébral
et que la cécité en est une des complications les plus graves. Perdre progressivement du poids pour mieux contrôler sa glycémie, voilà qui est plutôt incitatif. Que dire alors de l'éventualité de pouvoir inverser le cours d'une maladie aussi pernicieuse que le diabète? Sans nul doute, une opportunité à saisir. En tout état de cause, cela ne coûte rien d'essayer. Bien au contraire. Bonne journée et à mercredi prochain. Ainsi se referme la deuxième session d'information. À 8h, Denise Lafafiette présente Afrique Flash Info, les brèves de l'actualité africaine. Après quoi, nous reviendrons pour la lucarne de libre expression. C'est pas normal, mais d'ici là-bas, la pub et la matinale des sports de Fernand Kouakou arrivent d'abord.